Bonsoir également à tout le monde. Bonsoir nos chers professeurs qui sont venus donc comme annoncé. S'il vous plaît, puisque maintenant il est 19h moins, juste vous prêter une oreille attentive pour que l'on puisse quand même passer à l'essentiel et donner la parole aux exposants qui sont maintenant prêts. Alors, juste donc rapidement, on va donc un peu reparler quand même l'initiative, mais avec des partenaires qui sont là depuis donc le démarrage de nos activités, qui sont avec nous vraiment pour nous accompagner. Donc nous vous disons également bonsoir et bienvenue au foyer donc des jeunes de Dara. Donc rapidement, l'univers Jolof TV, je pense bien que ce n'est plus donc une chaîne à présenter, qui est un organe de presse qui a été donc créé depuis 2018. Donc on pourrait dire que c'est l'un des cadets d'organes de presse donc ici au Sénégal, mais notamment dans le Jolof, qui est donc l'œuvre des fils de Jolof, comme annoncé plus tôt hier lors de nos passages dans vos salles de classe. Je pense bien que les principaux initiateurs sont là. Donc Seri Cham qui est devant vous, l'un des techniciens, mais également donc il y a Sidi Dibinyaï et moi-même qui suis donc journaliste et directeur de l'information de cet organe de presse. Mais donc également on a donc M. Seydi. Donc M. Seydi, on va peut-être lui présenter cette fois-ci donc pour deux casquettes. Il est un professeur, mais également donc il est donc vraiment l'un des membres, je dirais donc fondateurs donc de l'organe, avec donc son collègue M. Touré qui est maintenant donc affecté. Donc c'était juste une précision à faire. C'est l'un donc des professeurs depuis vraiment donc la mise en place de cet organe de presse. Il est toujours avec nous. D'ailleurs c'est lui qui gère donc le service éducation de l'organe. D'ailleurs donc il a été toujours avec vous vraiment lors de son émission. Donc Mamplume, je pense bien, M. Seydi. Alors donc voilà, rapidement, je l'ai dit tout à l'heure, on a vraiment donc quelques partenaires qui nous accompagnent depuis vraiment la mise en place donc de cet organe. On va donc y revenir succinctement pour donc gagner du temps. Alors en premier, on va un peu parler, puisque on vous a ravitaillé en eau depuis donc votre arrivée ici. Vous savez qu'il fait tellement chaud dans le Jolof, raison pour laquelle donc il y a une entreprise de l'eau ici à Dara. Donc il y a Aram, c'est notre ami, donc notre frère Djibinyaï qui est donc le chef de cette entreprise, que nous disons bonsoir et également un grand merci. Donc vraiment qui est aussi l'un des partenaires qui a prêté main forte pour la bonne organisation de cette activité. Alors on va donc parler troisièmement, donc Medina Toul Mounawar aussi, vous le connaissez bien. C'est donc l'un des services qui aussi œuvre donc dans le domaine de l'éducation. Donc parce que donc il y a vraiment d'ailleurs c'est une boutique, je dirais donc librairie, principalement donc lors de l'entrée scolaire à chaque fois. Donc c'est l'une des boutiques qui vous vraiment servent donc de fournitures scolaires. Vous connaissez bien. Je pense bien que troisième dirigé par notre tonton, notre ami, donc Wan Guissé, qui est un fils également de Dara. Alors après donc troisième, on va revenir avec multiservice Mamdiar Bousson. C'est l'un donc des services implantés ici à Dara. Je pense bien que plutôt le chef de l'entreprise chez M. Elagien, donc qui est aussi donc l'un des partenaires de l'univers Jolof TV, vraiment, qui nous accompagne pour toute activité tenue donc par l'organisation. Alors on va donc revenir avec la structure servir pour savoir pour mieux servir. Voilà, donc nous sommes imam Mohamedan Lo. Ñi ngi lay nuyu imam di la wax dalal ak jàmm donc moom tamit suñu collaborateur la donc ndaxte bu fekkee yéen a ngi seetaan chaîne bi à chaque fois donc day intervenir ñi ngi lay donc wax bonsoir monsieur Mohamedan Lo donc bokk aussi ci kilifa yi nga xam ci wàllum diine donc ñu ngi yëngatu ci chaîne bi. Alors donc maa ngi woon ci structure savoir pour mieux servir donc monsieur Lo qui est un professeur d'espagnol donc moom moo koy coordonné. Monsieur Lo également donc il est venu avec une équipe voilà donc je vais la liste c'est toujours tout à l'heure cette équipe. Donc nous retenons d'abord le président de la structure qui est donc le monsieur Mohamed Diakhaté qui est élève en classe de seconde L. Nous avons également Fatou Ndiaye qui est élève en classe de seconde L également. Ndeye Fatou Diop plutôt Ndeye Fatou Ndiaye elle est donc membre de la structure. Nous avons Koumba Diouf qui est aussi Koumba Diouf Ndawan donc qui est membre de la structure. Nous avons Mor Fati Sek élève en classe de seconde. Nous avons également Khoudjambat qui est aussi de la structure. Nous avons également Morba qui est aussi membre de la structure. Nous avons également notre sœur Sokhna Kandji qui est donc également membre de la structure. Et aussi nous retenons aussi le nom de Fatou Diop qui est aussi élève en classe de seconde
elle est donc du groupe. Nous avons également Adama Ngiran, qui est élève en classe de première L. Elle est membre du groupe. Nous retenons également monsieur Puto. Donc si nous n'avons pas donc, les autres membres donc, au niveau de la structure, certainement si j'ai très bien appris donc, la suite, on va donc rapidement revenir donc, avec eux pour compléter les membres de la suite de servir pour moi. Voilà, donc rapidement, je me suis maintenant donc, retrouvé avec eux. Nous avons donc Mbayang Ndiaye également, qui est élève en classe de seconde, elle est du groupe. Nous avons Abdou Ndaw, donc ici, il est donc ici présent. Aram Ndiaye également, elle est en classe de seconde. Nous avons aussi Adji Koumba Ndiaye, elle est donc du groupe également. Et enfin, Mam Diara Diaw, elle est en classe de seconde. Voilà, l'équipe donc composée de la structure Servir pour mieux savoir, pour mieux servir. Donc la structure qui est coordonnée par Mouché Lo, qui est un professeur d'espagnol, ici donc présent. Bonsoir également donc, à Mouché Lo et l'ensemble de l'équipe Savoir pour mieux servir. Depuis donc lors, vraiment, c'est une équipe qui collabore donc avec la chaîne, raison pour laquelle Mouché Lo est venu donc avec son équipe. Il y a donc une vingtaine donc vraiment d'élèves qui sont venus prêter main forte à la structure. Nous disons également donc bonsoir. Alors, donc pour continuer également donc, les partenaires toujours, nous avons donc également Réducat. Bon, je pense bien que c'est la structure qui vous attend demain au niveau de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Donc il y a le président Cheikh Yoroka. En principe, il devrait être ici pour représenter la structure, mais malheureusement, il est tenu donc par les études, raison pour laquelle il ne peut pas venir. Alors, nous avons également les étudiants de l'université, voilà, donc les étudiants du Djolofan, donc ressortissants qui sont au niveau de l'université El Hadji Ibrahima Niass de Kaolack, lieu également avec le président Ibrahima Diaw. Donc c'est l'une des structures collaboratrices vraiment de l'organe. Nous avons également les étudiants ressortissants du Djolof à l'université Assane Seck de Ziguinchor avec leur président Mohamedou Ndiaye. Donc lui aussi, il a pris donc coup de fil avec nous. Il avait prévu donc de venir vraiment assister, mais malheureusement donc il n'a pas pu être à temps sur les lieux. Nous avons également misé sur moi. Je pense bien que c'est une structure que vous avez très bien connue, donc qui est pilotée par notre ami, donc frère Mbaye Damsi, qui est un professeur de français au CEM d'Ar Commune. Lui également, donc c'est plutôt vraiment l'un des partenaires de la chaîne, vraiment qui est toujours présent pour donc accompagner. Alors l'univers Djolof TV, je pense bien qu'on va terminer avec une autre structure, toujours qui est venue en appoint. La structure, on peut retenir aussi la coordination, plutôt donc avec M. Mbaba Ningan. Donc lui aussi, il a envoyé donc l'un de ses frères, je pense bien. Il est donc présent du groupe, donc qui dirige Niamina Décoration. Donc si vous voyez également les chaises qui sont là, donc également donc l'une de ces chaises, bon VIP souvent comme on l'appelle. Donc vraiment c'est la structure Niamina Décoration, vraiment donc qui est passée par là, mais également donc qui est toujours venu donc apporter main forte à leurs amis et frères. Donc l'univers de l'activité. Je pense bien que d'une manière résumée, voilà donc ce que l'on pouvait vous présenter pour les partenaires qui sont vraiment venus nous accompagner, donc mais également d'autres fils de Djolof qui sont là, qui ont toujours été présents avec l'univers Djolof TV. J'ai donc dit tout à l'heure, la structure, non seulement c'est un organe de presse, et d'habitude donc les organismes de presse qui sont là, on peut-être les connaît donc à travers des couvertures médiatiques, mais non, avec donc l'univers Djolof TV, on a dit que ça doit être vraiment donc une structure qui est au service de la communauté, raison donc pour laquelle on a donc fait notre affaire, la santé, culture, éducation, donc sport, également société, donc divertissement et la religion. Si vous avez donc bien regardé la structure, donc elle est présente pratiquement donc dans tous ces divers donc domaines que je viens de citer tout à l'heure. Aujourd'hui, raison pour laquelle nous sommes avec vous, donc cette fois-ci pour servir donc la communauté éducative avec une série de conférences que nous avons donc vraiment entamées. Il y a de cela quelques heures, bien sûr ce 26 mai 2020, donc raison pour laquelle on a des millions de professeurs qui sont là. Automatiquement, je vais donner donc à M. Seydi, il va donc vous présenter l'ensemble de ses collègues donc, qui sont ici présents. Inch'Allah, d'ici d'un moment à l'autre, on va démarrer rapidement donc la conférence cette fois-ci. Donc ils vont faire donc une belle exposition sur donc le conflit israélo-palestinien. Je pense bien que c'est l'une des leçons capitales et très importantes également qui vous attend donc pour le baccalauréat qui se pointe à la région. Alors bonsoir M. Seydi. Donc on vous donne la parole et vous allez donc nous présenter vos collègues qui sont ici présents et donc vous allez donc nous donner la dynamique de votre programme pour rapidement donc passer à l'essentiel. Bonsoir à M. Seydi. Bonsoir et merci beaucoup. On a l'habitude de dire que la répétition est pédagogique.
Merci beaucoup, monsieur le technicien. Donc on a l'habitude de dire que la répétition est pédagogique, mais le temps ne nous permet pas de répéter toutes ces belles choses qui ont été dites par le grand journaliste Maodo Thiam. Okay. Voilà, donc on remercie donc tous les élèves qui viennent de tous les établissements ici. Il y a les élèves du lycée Dr Daouda Sow, il y a les élèves du lycée XM1 aussi qui ont répondu à l'appel. Il y a des élèves du lycée franco-arabe qui sont venus honorer M. Diakhaté qui est là. Il y a les élèves de Eureka qui sont venus aussi honorer tous ces professeurs de HG qui sont là. Il y a les élèves de Djolof, je crois que ça s'appelle Djolof, l'autre privé, voilà, qui sont venus aussi. Tout le monde est là, tous les élèves de terminale, et on voit même d'autres élèves des autres classes qui ont compris que c'est un thème qui va les intéresser quand ils seront en terminale. Voilà, donc nous remercions tout le monde et nous vous disons aussi merci pour votre patience parce que vous êtes venus là depuis 16 heures. Il y a beaucoup qui sont venus depuis 16 heures qui ont respecté l'heure. Mais si nous n'avons pas pu démarrer à temps, c'est à cause de ces conditions climatiques très sévères, très méchantes. Mais bon, on est au Djolof, on fait avec. Et vous avez pu supporter la chaleur parce que aussi vous connaissez l'importance de ce thème. Un thème aussi où il y a beaucoup de chaleur, où il y a beaucoup de feu. Oui, où il y a beaucoup de safarako en fait. Et ce feu-là, ce temps-fer-là sera présenté par ces éminents collègues qui sont là. Donc le conflit israélo-palestinien, c'est celui-là qui nous a réunis ici. Nous tous, nous applaudissons d'abord. Nous applaudissons d'abord. Je vous demande d'applaudir pour ces éminents collègues qui sont là. Je vais les présenter. Là, c'est la solennité. C'est comme ça que la coutume, la tradition le veut. J'ai ici... à ma droite, vous le reconnaissez bien, il s'agit de l'éminent professeur, le doyen. Il fait partie des doyens, M. John, professeur de HG au lycée XM1. Nous avons un autre doyen aussi, un doyen très élégant hein, dans ses costumes très élégants, sous ses boubous traditionnels. Voilà, avec son rouge bordeaux qu'il nous a offert ce soir. Il s'appelle Mouché Ba, professeur de HG au lycée Dr Daouda Sow. Applaudissements. Nous avons aussi un doyen, parce qu'il commence à durer aussi dans le Djolof. Et lui, sa particularité, c'est qu'il est une star dans ce Djolof. Et comment il s'appelle? Rappelez-moi son nom. Rappelez-moi ici son nom. Merci beaucoup. Nous vous disons merci donc, M. Diakhaté. Nous avons un autre, il m'avait demandé tout à l'heure de ne pas faire ce que j'ai l'habitude de faire. Peut-être je vais un peu respecter ses vœux. Mais bon, puisque j'ai une habitude, une vieille habitude, mauvaise habitude, que je ne peux pas laisser du jour au lendemain. Lui aussi, il est là. Sa particularité, c'est qu'il est très charmant. Avec sa noirceur d'ébène. Vous connaissez la noirceur d'ébène? Il s'appelle Michel Ndiaye, professeur de HG au lycée Dr Daouda Sow. Merci beaucoup. Nous avons un autre doyen aussi qui est là. Et aujourd'hui, moi, j'ai le plaisir de faire sa connaissance. Voilà, à cause de cette distance-là entre les établissements, à cause de beaucoup de choses. Nous ne nous connaissons pas comme nous devrions nous connaître. Mais Dieu merci, voici des genres d'événements qui nous rapprochent les uns des autres. Et aujourd'hui, moi, j'ai le plaisir de vous présenter aussi un doyen que vous connaissez bien. Il est au lycée XCM1 et il se nomme Monsieur. Merci beaucoup et bienvenue, Michel Ndaou. Et nous terminons la conférence ne serait pas ce qu'elle devrait être si la table n'était pas ornée, n'était pas garnie, n'était pas décorée par une grande dame. Dieu merci qu'il y a eu une grande dame qui est là, très élégante, une grande dame très pieuse, très pure, et déjà l'habillement confirme ce que je suis en train de dire. Une professeure de HG, de renommée aussi, qui se trouve au lycée XCM1. J'ai l'honneur, le plaisir de vous présenter Madame
Merci beaucoup. Bien, soyez les bienvenus hein, tous. Et maintenant, nous avons des honorables invités, des invités de marque. Invités de marque. Il y a un professeur. Lui, moi, j'ai du mal à le situer. Je ne sais pas dans quel domaine il est vraiment le plus calé, quoi. Tantôt, j'ai entendu qu'au lycée, il enseigne les mathématiques. J'ai entendu, hein. Mais moi, je croyais que quand il va en classe, il enseigne la philosophie. Je croyais aussi parfois, quand il entre dans d'autres classes, il enseigne le français. Je croyais dans d'autres classes aussi, quand il prend sa craie, il enseigne la culture générale. Et ce professeur-là, vous le connaissez. Il s'appelle... Des applaudissements grandioses pour M. Sen. Professeur de mathématiques au lycée Dr Daouda Sow. Et nous avons un djawrin. Un djawrin. Vous connaissez les djawrin? Un talibé Cheikh Ahmadou Bamba. Un mourid sadiq. Quand on le voit, comme je disais la dernière fois avec Seigneur Lo, quand on le voit, on voit Touba respirer devant nous. Et celui-là, je crois bien que c'est lui-même, quand on le voit, c'est Touba qui est devant nous. Il représente le mouridisme ici, au Djolof. Et vous le connaissez bien, n'est-ce pas? Vous le connaissez très bien. C'est notre honorable invité, Serigne Mahmoudan. Serigne Mahmoudan, ñu ngi lay ziar. Di la wax bismillah. Kontaan nañ ci teewaay bi. Jërëjëf. Voilà, merci beaucoup. Donc, voici le thème d'aujourd'hui, vous le connaissez déjà, et je m'en vais rapidement vous présenter le plan qui a été proposé par ces éminents professeurs. Voici comment ça va se passer. En grand 1, nous allons commencer par les origines de l'État hébreu. Vous pouvez commencer à prendre note dès à présent. Le plan, il est très important parce que c'est lui qui va vous permettre de bien suivre ces professeurs tout à l'heure. Et après aussi, il y a des questions qui seront posées par vous. Avant de poser ces questions-là, je pense bien qu'il faudra bien suivre ces éminents collègues. Et ils ne vont pas tirer en longueur parce qu'ils ils ont pensé à vous. Ils ont pensé que ce qu'il y a mieux à faire, c'est de résumer, de dire l'essentiel et de vous laisser la parole. Vous allez après poser vos questions. Et après, ils seront là toujours pour répondre à toutes ces questions-là. Donc tout est là, tout est bien organisé pour que vous partiez aujourd'hui avec l'esprit très clair sur ce conflit israélo-palestinien. Grand 1, origine de l'État hébreu. Et ces origines-là seront présentées par M. Diakhaté, du lycée franco-arabe bien sûr. En grand 2, nous aurons les relations israélo-arabes. Les relations israélo-arabes. Et là, on parle bien sûr des guerres. Il y a beaucoup de guerres. Beaucoup de guerres. Tout à l'heure, je parlais d'enfer. Ce sera l'occasion d'entrer dans cet univers des guerres. Et cet univers des guerres est réparti en 2 sous-parties. La première sous-partie, il y a 2 guerres d'abord qui seront présentées par M. Ba, du lycée Dr Daouda Sow. Les premières guerre, c'est la guerre de 1948. Donc vous mettez en petit 1 ou petit a tout ce que vous voulez, astérix tiré, la guerre de 1948. En petit b, la guerre de Suez, qui s'est déroulée en 1956. Voici les 2 premières sous-parties qui seront présentées par M. Ba. Les 2 autres guerres qui restent pour cette partie, ce sont les guerres de 6 jours en 1967. Les guerres de 6 jours en 1967, donc en petit C. En petit D, les guerres de Kippour. Kippour avec K-I-2-P-O-U-R, pour ceux qui ne sauront pas l'orthographe. En 1973. Donc ces 2 guerres seront présentées par M. Ndiaye, du lycée Dr Daouda Sow. Ensuite, ou bien enfin, on aura le grand 3. Dans ce grand 3, le thème, c'est le processus de paix. Le processus de paix. Donc c'est la 3e sous-partie. Et ce processus de paix aussi a 2 sous-parties. La première sous-partie, donc un petit 1, ce sont les négociations. Ces négociations seront présentées par Mme Ndiaye. Et la 2e sous-partie sera présentée par M. Ndaw du lycée XCM1.
Cette deuxième sous-partie, ce sont les obstacles. Donc je récapitule. Grand 3, le processus de paix. Ensuite, petit 1, il y a les négociations. Et petit 2, il y a les obstacles. Et enfin, pour boucler la boucle, dans un résumé, ce qu'on appelle un résumé, une récapitulation, voilà, revenir sur tout ce qui a été dit ou sur tout ce qui a été omis. Cela sera géré par le doyen, donc M. John qui est là. Et après, on vous donnera la parole. Vous avez compris le plan, n'est-ce pas? Voilà, je vous souhaite bonne conférence. Et nous sommes dans un pays où on croit beaucoup. On croit beaucoup à notre religion. Avant d'entamer une chose comme celle-ci, une conférence, nous souhaitons que la conférence se déroule normalement. Nous souhaitons que la paix nous accompagne du début à la fin. Et pour que Dieu nous entende, nous allons donner le micro à notre Diourine de tout à l'heure et il va nous faire des prières. Nous allons tous dire Amin ensemble et nous allons passer la parole au conférencier. nee na ñu tàllal loxo yi. waaw. tàllal leen loxo yi te wax amiin amiin. voilà bu fekkee am na ñeneen tamit ñi nga xamante ni bokkuñu diine ñu ngi ci yeneen diine mun nañ julli ci seen diine ndax julli yëpp luñ fi mënta ñaan ñun ñëpp ñoo bokk benn borom bi waaw kon amiin rek. jërë ngeen jëf amiin yal na yàlla nangu. Donc bonne conférence chers conférenciers, bonne conférence. Chers élèves, bonne conférence. Chers techniciens, bonne conférence. Chers membres de SMS, bonne conférence. Je passe la parole à M. Diakhaté. M. Diakhaté. Merci beaucoup, M. Seydi. Et je vous dis encore merci pour la présentation parce que vous avez fait de moi une star. Alors que je pense que tel n'est pas le cas. Vous m'excusez aussi, chers collègues, de ne pas faire une transition protocolaire parce que déjà nous avons accusé du retard et il est important qu'on entre directement dans le vif du sujet. Maintenant, le thème de ce soir porte sur la question palestinienne et les relations israélo-arabes. Maintenant, nous devons comprendre par là que la question palestinienne est à loger dans le processus de la décolonisation du Proche-Orient. Ce qui veut dire que donc c'est une question de décolonisation. Maintenant, la décolonisation, c'est quoi? On avait à retenir qu'elle est un processus d'émancipation des masses indigènes vis-à-vis des puissances colonisatrices, autrement dit, un processus d'émancipation dont l'aboutissement est l'acquisition de l'indépendance. Cela dit, si nous plongeons la question palestinienne dans la décolonisation, la Palestine, au lendemain de la Première Guerre mondiale, la SDN l'a confiée à la Grande-Bretagne et elle devient un territoire sous mandat britannique. Et en Palestine, il y a deux communautés, la communauté juive et la communauté arabe. Autrement dit, la Palestine, une terre revendiquée par deux communautés. Maintenant, comment on est arrivé à cela, historiquement parlant? Même, je dirais, avant de parler de la question palestinienne, il faut encore qu'on revienne sur le Proche-Orient. La situation de tension déjà qui existe dans le Proche-Orient, dont la question palestinienne, elle est venue intensifier cette situation de tension déjà qui était existante. Parce que le Proche-Orient est un carrefour à la croisée des chemins entre l'Afrique, l'Europe et le Moyen-Orient. Donc une position géostratégique dont chacune des puissances économiques ou bien des puissances impérialistes rêvait de dominer. Ce Proche-Orient aussi est également le foyer des trois religions monothéistes que sont l'islam, le christianisme et le judaïsme. Donc à partir de ce moment-là, les divergences et les changes religieux autant pour moi, fait du Proche-Orient une situation de tension. La position géostratégique, le fait que le Proche-Orient est un carrefour,
Cela veut dire que toute puissance qui domine le Proche-Orient est en face du monde. Parce que tu es en face de l'Europe, tu es en face de l'Asie et tu es en face de l'Afrique. Et que cette volonté de le dominer constitue encore crée une situation de tension. Également, le Proche-Orient est une zone désertique dans laquelle il y a une grande population et il n'y a pas d'eau. Il y a un seul fleuve qu'on appelle le Jourdain. Et la maîtrise de l'eau, autrement dit, dominer le Jourdain, constitue un enjeu dans le Proche-Orient, d'où une situation de tension. Également, c'est une zone extrêmement riche en hydrocarbures et particulièrement en pétrole. Et qu'on sait, depuis la révolution industrielle, avec la deuxième forme, les puissances industrielles, surtout européennes et américaines, qui connaissent un déficit énergétique, ont besoin du pétrole du Proche-Orient pour faire fonctionner leurs industries et continuer à avoir un développement dans le temps. Et que, donc le pétrole constitue également un enjeu du Proche-Orient. Et enfin, on vient aux séquelles de l'histoire. Cela veut dire quoi? Une terre revendiquée par deux communautés. La communauté juive et la communauté arabe en Palestine. Or, on sait, si on veut étudier la question palestinienne, il faut remonter dans le temps et voir l'historicité du peuplement dans la zone. Les Arabes, historiquement parlant, sont les descendants d'Abraham. Donc, et que les Juifs, quand on parle des Juifs, nous sommes avec l'envoyé de Dieu Moïse. Donc, historiquement parlant, les Arabes sont les premiers à occuper la zone et ensuite, les Juifs sont venus occuper la zone. Mais entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé et qui a fait que les Juifs sont partis de la Palestine et sont éparpillés en Europe? Parce qu'à partir du XIIIe siècle, avec l'Empire romain, les Juifs sont expulsés de la Palestine. Ensuite, au XVe siècle, avec la domination de l'Empire ottoman, les Turcs, les Juifs qui restaient en Palestine sont exilés en Europe. Et à partir de ce moment-là, on a commencé à noter une diaspora juive en Europe et à travers le monde. Maintenant, ces Juifs-là qui sont expulsés en Palestine et qui sont en Europe, exemple, surtout en Europe de l'Est, Pologne, Hongrie, Allemagne et autres, en France et autres, ces Juifs-là sont victimes d'antisémitisme. Et quand on parle d'antisémitisme, on fait allusion à la haine juive. Ces Juifs sont maltraités en Europe. Ces Juifs subissent une discrimination en Europe. Donc leur vie était en danger. Et ils ont pensé retourner à leur terre d'origine qui est la Palestine et que d'après les écrits hébreux, la Palestine constitue une terre promise par Dieu dans le Torah. Ce qu'on appelle la terre promise. Et en lettres hébreux, on parle de Sion. Et que le Sion, c'est la Palestine, c'est Jérusalem, c'est le Golan syrien, c'est le Sinaï égyptien, mais aussi c'est la Jordanie. Et que ces Juifs-là qui sont victimes d'antisémitisme en Europe ont voulu retourner en Palestine et à partir de là-bas, y construire un État autonome. Maintenant, la question se pose, comment ils vont faire pour retourner en Palestine? Cette pensée-là a été théorisée par Theodor Herzl dans un livre qu'il va publier en 1886 appelé Essai à la solution juive. Essai juif, solution, essai de la solution à la question juive en 1886. Et pour donner forme à sa pensée, en 1887, il va convoquer le congrès de Bâle. Et à partir du congrès de Bâle est né le sionisme. Et par définition, le sionisme c'est quoi? Une prise de conscience juive de la nécessité pour eux d'avoir un territoire autonome ou en Palestine. Donc les Juifs se veulent un État en Palestine. Alors ils ne sont pas en Palestine parce qu'ils ne sont plus en Palestine, parce qu'exilés de la Palestine depuis le XIIIe siècle.
Maintenant, pour y arriver, qu'est-ce qu'ils vont faire? À partir de 1901, les Juifs vont créer ce qu'on appelle un fonds d'investissement et l'objectif était d'acheter des terres en Palestine. Maintenant, ce fonds d'investissement créé en 1901 sera renforcé par la déclaration de Balfour du 2 novembre 1917. Dans la déclaration de Balfour, qu'est-ce qu'on note? La Grande-Bretagne promet au peuple juif une terre en Palestine parce que la Palestine devient un territoire sous mandat britannique. Et que la Grande-Bretagne, qui la SDN a confié à le territoire palestinien, va développer avec les Juifs ce qu'on appelle l'immigration juive en Palestine. Là, nous sommes à partir de 1917, commence le début de l'immigration des Juifs vers la Palestine. Cette immigration juive vers la Palestine se renforce encore en 1922 avec ce qu'on appelle la création de l'essence juive, qui motive en quelque sorte les Juifs pour un retour en territoire palestinien parce que les Juifs sont en insécurité dans le monde. Également, lorsque se déclenche la Seconde Guerre mondiale, les Juifs qui étaient déjà en insécurité dans le monde, on a vu que l'Allemagne avec Hitler a essayé de faire ce qu'on appelle l'extermination de la race juive dans les camps de concentration. Conséquence donc de cela, les Juifs vont continuer à demander à la Grande-Bretagne un État autonome en Palestine pour être en sécurité. Et pour se faire attendre, les Juifs vont organiser des attentats terroristes, que ce soit en Europe ou bien en Palestine, face à l'administration britannique. Et que la Grande-Bretagne, dépassée par la question juive et les revendications d'un État autonome juif en Palestine, va transmettre le dossier de la Palestine à l'Organisation des Nations Unies. Maintenant, l'ONU, à travers une commission, va partager la Palestine et que le partage de la Palestine est approuvé par l'Assemblée générale le 29 novembre 1947. C'est ce qu'on appelle la résolution 181. Maintenant, que prévoit la résolution 181? Elle prévoit la division de la Palestine en 3 parties. Un État arabe, un État juif et Jérusalem, une ville internationale sous contrôle de l'ONU. Maintenant, quel est le paradoxe de cette résolution 181? Les Juifs qui faisaient 34% de la Palestine en termes de population, le plan de partage leur octroie 55% des terres, au moment où les Arabes de la Palestine qui faisaient 64% de la population, le partage, la résolution 181 ne leur octroie que 43% des terres. Et face à cela, les Arabes vont rejeter le plan de partage de l'ONU. Or, par contre, les Juifs ont accepté le plan de partage. Et que c'est sur la base de ce plan de partage, le sionisme et la déclaration de Balfour, que David Ben Gurion, le 14 mai 1948, va proclamer la naissance d'un État juif en Palestine appelé Israël. Qu'est-ce qui va se passer? Aussitôt proclamé, le jeune État est attaqué par les pays arabes qui ont rejeté le plan de partage de l'ONU et qui ne veut pas d'un État juif en Palestine. Que veulent les pays arabes? Un État arabe en Palestine. Et à partir de ce moment-là, on parle du début de ce qu'on appelle le Nakba, qu'on appelle catastrophe. Donc, en résumé, la naissance de l'État hébreu obéit à 3 événements essentiels. Le sionisme théorisé par Theodor Herzl en 1897 au congrès de Bâle, renforcé par la déclaration de Balfour le 2 novembre 1917 qui favorise l'immigration juive vers la Palestine, et le plan de partage adopté par l'ONU le 29 novembre 1947 qui divise la Palestine en deux États. Donc c'est comme ça qu'est né l'État juif en Palestine. Merci beaucoup. Merci beaucoup, voilà, les applaudissements, voilà, très bien. Merci beaucoup et il a bien respecté le timing. Il y a un timing qu'on a accordé à tout le monde ici. Il l'a très bien respecté. Très bien, nous sommes très satisfaits. Nous avons très bien pris note et les questions vont suivre après. La deuxième partie va être présentée par
avant d'entamer la deuxième partie, toujours donc dans cette historique, il y a M. John que j'avais programmé pour la récapitulation, le résumé. Il préfère le faire étape par étape et c'est bien compréhensible aussi, c'est bien logique. Donc M. John, vous avez la parole pour juste 3-4 minutes. Allez-y, M. John. Alors, je salue tout le monde. Alors, donc, je rends grâce d'abord à Dieu, donc le Tout-Puissant, de m'avoir permis et de nous avoir permis cette chance d'être ici parmi vous. Alors, je vais un peu empiéter le pas à M. Diakhaté, parce que l'histoire, c'est quand même une discipline et il n'y a pas de divergence, donc on est tous sur la même lancée. Pour comprendre l'histoire du peuple juif, c'est vrai qu'il a abordé, mais il faut aussi remonter à Abraham. Abraham qui est l'ancêtre, qu'on appelle le patriarche. C'est-à-dire l'ancêtre, Abraham, c'est le père de Isaac. Isaac qui est né en Palestine. C'est-à-dire, quand Dieu donne ordre à Abraham de quitter la Mésopotamie pour aller au pays de Canaan, installer un peuple croyant en Dieu unique, Abraham passe d'abord par Canaan, c'est-à-dire l'actuelle Palestine. Ensuite, il poursuit sa route vers la Mecque. Mais il n'a pas duré là. Il revient encore en Palestine. Et c'est là que Isaac est né. Et qui est Isaac? Isaac, c'est le père de Yacoub. Yacoub qui avait 12 fils, qu'on appelle les 12 fils, les 12 tribus d'Israël. Parmi les fils, il y avait Joseph, Youssoufa. Ensuite, il y avait aussi Benjamin. Et c'est justement Joseph qui également sera à l'origine de cette marche-là. Joseph, vous connaissez l'histoire, jeté dans le puits, ramassé par des marchands, ensuite il sera vendu en Égypte. Et c'est là également qu'il devient le bras droit, donc l'un des hommes puissants de l'Égypte. Ensuite, il demande à sa famille, c'est-à-dire les 11 frères restés en haut à Canaan, de revenir le rejoindre. C'est un peu de résumé, parce que ça peut tirer en longueur. Alors, quand par exemple Joseph reste en Égypte avec son peuple, avec ses frères, c'est ça, ces 12-là qu'on appelle les 12 tribus, c'est-à-dire les 12 frères qui sont des Juifs. Ensuite, ils vont rester en Égypte jusqu'à l'avènement de Moïse, Moussa. Et c'est Moïse, persécuté par le pharaon, qui décide, sur l'ordre de Dieu, de quitter l'Égypte et d'aller installer son peuple là-bas à l'origine, c'est-à-dire le pays de son grand-père Yacoub. Et c'est Moïse qui franchit la mer et qui, justement, n'a pas pu retrouver cette terre-là, qui se perd. Pendant 40 ans, ses descendants restent dans le Sinaï. Ils tournent dans le Sinaï, ils n'ont pas pu retrouver cette terre-là. C'est également à cet emplacement que Yusha est né. Yusha est né à l'emplacement du Sinaï. Et c'est ce même peuple-là, ses descendants, qui ont pu ensuite regagner Israël et qui ont fondé ce qu'on appelle le royaume d'Israël. Le royaume d'Israël est né avec comme premier roi Saul. Il y a eu les autres rois qu'on appelle David, Salomon. Et c'est justement Salomon qui a construit ce qu'on appelle le temple de Salomon, qu'on appelle aussi le temple d'Hérodote. Et ce royaume-là qu'on appelle Israël, tour à tour, ce royaume connaît des problèmes. Parce que ce royaume, à la mort de Salomon, le peuple juif s'est dispersé. Et qu'est-ce qui explique la dispersion? C'est parce que ces juifs-là, qui étaient à ce niveau-là en Israël, le royaume d'Israël a été scindé en deux, Juda et Jérusalem. Et ces deux royaumes ont été tour à tour dominés par les Asmonéens, par les Assyriens, par les Babyloniens et par les Byzantins. Et c'est justement ce sont les Byzantins qui, en moins 586, vont détruire le temple de Salomon et ces Juifs vont se disperser. Donc la dispersion est intervenue au moment où le temple de Salomon a été détruit. Je dis également que ce même royaume, Israël, a ensuite été dominé par les Arabes de 593 à 1242. Et c'est en 691 que la mosquée d'Al-Aqsa a été édifiée. Et la mosquée d'Al-Aqsa, c'est l'une des mosquées les plus importantes dans l'islam. Et d'ailleurs, c'est le plus vieil édifice du monde musulman. Il faut savoir que la mosquée d'Al-Aqsa est le plus vieux bâtiment du monde musulman. Et ça a été érigé sous la domination arabe. Il faut aussi comprendre une chose. Les gens parlent qui est le premier sur les terres. Il faut savoir que quand Abraham quittait la Mésopotamie pour venir à Canaan, il y a trouvé des peuples
les tribus arabes, les tribus Achechour, les tribus Aramayoun étaient sur ces lieux-là. Donc les Arabes sont les premiers sur ces terres-là. Maintenant, pourquoi les Juifs ont voulu retrouver ces terres après la dispersion donc, en Europe, comme M. Diakhaté l'a dit? Il y a un événement particulier qu'on appelle l'affaire Dreyfus. D'ailleurs, Émile Zola a écrit « J'accuse d'Émile Zola ». C'est à la suite de l'affaire Dreyfus qu'Émile Zola écrit « J'accuse ». J'accuse, ça veut dire il accuse ce peuple-là européen, il accuse l'Europe d'avoir stigmatisé ces Juifs. Qu'est-ce qui se passe? C'est Dreyfus, qui est un soldat français juif, qui a été accusé d'espionnage, d'avoir vendu des documents militaires à l'Allemagne. Vous savez, l'Allemagne et la France, c'est une vieille histoire. Ensuite, accusé, il a été traduit devant la justice. Et quand il entre dans la salle, la foule scandait « Abat les Juifs, abat les Juifs ». C'est-à-dire pour montrer leur haine, cette haine-là envers les Juifs. Et lui, Dreyfus, il scandait « Vive la France », parce qu'il est français. Lors de ce procès-là, était présent Theodor Herzl, le fameux Herzl, qui était le correspondant du journal de Vienne, le journal qu'on appelle l'Étoile. Lui était présent pendant ce procès-là. Et c'est en ce moment-là que Herzl a senti cette haine-là envers les Juifs et il s'est dit, il faut que nous, Juifs, que nous trouvions une terre d'accueil. Cette frustration-là est partie de l'affaire Dreyfus. Ensuite, on connaît les congrès de Bâle en 1997. Ensuite, le livre d'Herzl, l'État juif, rédigé en 1896, et dans lequel livre, Herzl, il développe des théories racistes. Des théories racistes. Des théories du genre, l'État juif a besoin de terres arabes, et après, donc, ces Arabes-là devront être rejetés au-delà des frontières après avoir servi les travaux les plus pénibles de l'État juif. Mais l'événement qu'il faut surtout retenir, c'est que nous sommes en 1917, parce qu'on ne peut pas prendre tout le temps compte. En 1917, qu'est-ce qui se passe? Il y a l'Angleterre qui, à travers le ministre Arthur Lord James Balfour, qui rédige ce qu'on appelle la déclaration, qui était une simple lettre adressée au chef de la communauté juive internationale, et que les Juifs ont pris comme une preuve tangible que l'Angleterre accepte que ces Juifs-là soient établis en Palestine. Pour les Juifs, l'Angleterre, parce que les Juifs cherchaient depuis très longtemps, depuis le temps de l'Empire ottoman, avec Abdelhamid, qu'ils ont approché pour lui demander des terres arabes, mais Abdelhamid, en son temps, sultan ottoman, en 1903, n'a pas accepté. Parce que pour lui, pour que les Juifs disposent de terres en Palestine, il faut que l'ensemble des mondes musulmans signent. Et Abdelhamid avait refusé. Et c'est en ce moment que les Juifs ont attendu que l'Angleterre retrouve ces terres-là, avec le mandat qui commence de 1917 à 1947-48. Avant cela, donc l'Empire ottoman avait occupé ces terres de 1517 à 1917. Et c'est pendant la présence anglaise que l'Angleterre va surtout avec l'immigration juive, que les Juifs vont commencer à venir en petits groupes. Mais comme l'Angleterre n'était pas aussi dans une position confortable, l'Angleterre a voulu restreindre l'immigration juive en demandant aux Juifs de ne pas venir en masse, parce qu'il y avait des conflits entre Arabes, Juifs, entre même Anglais et Juifs. C'est comme ça que les Juifs ont mis en place ce qu'on appelle des milices, qu'on appelle les milices d'autodéfense, avec Irgun, Stern et Haganah. Et ces milices-là s'attaquaient aux Anglais, mais aussi aux Arabes. Ces conflits ont provoqué quoi? Que l'Angleterre était débordée. Ne pouvant plus gérer le problème, l'Angleterre décide, le 29 novembre 1947, de transmettre le problème palestinien, le dossier palestinien, à l'ONU. Et c'est l'ONU qui devait également statuer. L'ONU a formé la fameuse commission Lunscope et qui devait s'en aller sur le terrain, étudier les modalités de partage du peuple palestinien, des terres palestiniennes en deux parties. La terre palestinienne divisée en deux parties. Une partie octroyée aux Juifs et la partie juive devait avoir comme capitale Jérusalem-Ouest. Et l'État arabe qui devait être créé devait avoir comme capitale Jérusalem-Est. Mais il y avait également une autre partie, 1% des terres que l'ONU devait gérer. Mais comme le temps n'est pas assez, voilà, donc on va justement essayer de s'arrêter là. On n'a pas assez de temps. Donc voilà.
Merci beaucoup, vous l'avez bien dit, hein. On n'a pas assez de temps, c'est ça le problème. Voilà. On passe la parole très rapidement à M. Ba du lycée Dr Daouda Sow et il va commencer à parler des relations israélo-arabes. Donc je disais tout à l'heure des guerres, il va nous parler des deux premières guerres, la guerre de 1948 et la guerre de Suez de 1956. En 10 minutes, M. Ba, vous avez la parole. 10 minutes c'est peu. 10 minutes c'est peu, mais on va essayer quand même de faire tout, voilà. Voilà, donc bonjour tout le monde. Je salue tous les élèves, en particulier les élèves de notre lycée, le Dr Daouda Sow. Voilà, maintenant, comme l'ont dit les collègues, je crois que le problème palestinien ou bien les relations palestiniennes, c'est un problème d'actualité. Mais pour le comprendre actuellement, il faut remonter un tout petit peu à l'histoire. Diakhaté et M. John ont bien fait le résumé. Donc moi, je vais entamer les conflits, les guerres qui ont eu lieu entre les deux peuples. Les deux peuples, le peuple arabe palestinien et le peuple israélien, de confessions différentes. Parce que les Arabes sont des musulmans, les Israéliens sont des juifs. Voilà, d'où maintenant l'enjeu de Jérusalem. Parce que aussi, on a parlé du partage. On a confié aux Israéliens minoritaires 55% du territoire palestinien, aux Arabes majoritaires 45%, et que Jérusalem était restée une ville neutre, une ville sous contrôle de l'ONU, vu les enjeux, surtout religieux. Parce que Jérusalem, c'est la Trinité, c'est la ville 3 fois sainte, la ville qui appartient à la fois aux musulmans, aux chrétiens et aux juifs. Parce que c'est là où sont nées les 3 religions monothéistes. Voilà, maintenant, d'après ce que Diakhaté a dit et M. John, le partage de ce territoire est confié à l'ONU. L'ONU qui est née en 1945. À partir de 1947, donc on va voir que l'ONU va procéder à un partage. Et lors de ce passage, comme l'a si bien dit Diakhaté, les Juifs étaient d'accord sur le partage proposé par la résolution 180, mais les Arabes étaient contre. Et que l'ONU aussi devait déclarer la naissance de 2 États. L'un juif, l'autre arabe ou musulman, le 15 mai 1948. Donc le 15 mai 1948, l'ONU devrait déclarer la naissance de 2 États. L'un juif, l'autre arabe. Jusqu'à présent, en 2021, l'ONU n'a pas déclaré ces 2 États. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? À la veille du 15 mai, autrement dit le 14 mai 1948, David Ben Gurion n'a pas attendu que l'ONU déclare la naissance de 2 États. Il a proclamé l'indépendance de l'État d'Israël. Donc c'est à partir de 1948 qu'on va commencer à parler de l'État d'Israël. Voilà. Maintenant, les Arabes n'étaient pas d'accord. Il a déclaré le 14 mai 1948 la naissance de l'État d'Israël. Le 15 mai 1948, bon, certains ont dit 4 pays arabes, d'autres ont dit 5 pays arabes. En tout cas, quoi qu'il en soit, 5 armées ont attaqué le nouvel État naissant. Le nouvel État naissant. Ces États, c'est l'Égypte, c'est la Syrie, le Liban, la Jordanie, bon, et peut-être l'Irak. Voilà, les 5 armées ont attaqué le nouvel État qui vient de voir le jour. Et bizarrement, au début du conflit, c'est bien vrai que les 5 Arabes avaient eu la main mise sur Israël. Mais l'ONU avait demandé une trêve. L'ONU avait demandé une trêve pour pouvoir trouver une paix entre les 2 communautés. Et les Arabes ont accepté la trêve. Et pendant cette acceptation de la trêve, Israël s'est ressaisi, bien sûr appuyé par l'armée américaine et autres, et ils ont déclenché les hostilités. Et ils ont battu les 5 pays arabes. Donc, on peut dire qu'en 1948, la première guerre qui a eu lieu en 1948, Israël était dans une position défensive. Il n'a pas attaqué. On l'a attaqué.
Et bizarrement, l'État qui est né le 14 mai 1948 sort victorieux de cette guerre. Il va battre les 5 pays arabes. Du coup, maintenant, il y a des conséquences au niveau religieux et des conséquences au niveau territorial. Les conséquences au niveau religieux, c'est que Jérusalem, qui était une ville neutre sous contrôle de l'ONU, Israël va occuper la partie ouest. Il va occuper la partie ouest et il va annexer toute la Galilée. Du coup, de 55%, il passe à 78% du territoire palestinien. Voilà. Donc, ce qui fait que, au niveau territorial aussi, voilà la conséquence. Il passe de 55% à 78% et 900 000 Arabes palestiniens seront expulsés de la Palestine. Du coup, ils vont se réfugier dans les régions limitrophes parce qu'on les a expulsés de leur propre terre. Bon, l'ONU va voter la résolution 194 demandant aux réfugiés palestiniens de retourner vers leur terre, mais Israël n'a jamais respecté les résolutions des Nations Unies. Et bizarrement, le 11 mai 1949, on va voir que l'ONU va accepter Israël comme étant un pays membre. Donc, on peut dire que s'il y a problème, le problème est né à partir des Nations Unies, qui auraient dû pu déclarer 2 États, mais malheureusement, ils n'ont pas déclaré aucun État et que Ben Gurion a déclaré un seul État. Et jusqu'à présent, l'ONU n'a pas pu déclarer l'État palestinien. Donc voilà le premier conflit qui a eu lieu en mai 1948. Voilà, maintenant, on va passer directement au deuxième conflit, qu'on appelle la crise de Suez. Je crois que parmi les 5 pays qui ont attaqué Israël, il y a un pays qu'on appelle l'Égypte. Voilà, nous saluons de passage Madame Diouf qui vient d'arriver. Vous l'applaudissez. Voilà, donc nous saluons notre père, M. Maguette Cham, le papa de Sidi et de Serigne Cham. Voilà. Voilà, merci papa, soyez la bienvenue. Voilà, merci bien, prenez place. Voilà. Voilà, donc, 5 minutes, c'est bon. Donc, pendant cette première guerre, Israël sort victorieux. Mais il faut retenir qu'Israël était dans une position défensive. Il n'a pas attaqué, on l'a attaqué, il a gagné la guerre. Maintenant, parmi les 5 pays qui ont attaqué Israël, il y avait un pays particulier qui est l'Égypte. L'Égypte était gérée par un militaire qu'on appelle le colonel Gamal Abdel Nasser. Voilà, vous savez très bien qu'un militaire qui a été défait dans une guerre, c'est ce que ça fait. Il a toujours voulu prendre sa revanche sur Israël. Nasser n'a jamais accepté la défaite de 1948 jusqu'à sa mort. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Comme l'Égypte, au niveau de son pays, il y avait le canal de Suez qui était géré par une coalition franco-britannique, Nasser maintenant va nationaliser le canal. Il va nationaliser le canal et il va interdire aux navires israéliens de passer par le canal pour aller en Asie. Autrement dit, s'il ferme le canal, donc les navires israéliens devraient faire le tour du continent africain pour aller au niveau du continent asiatique. Donc il a mis un blocus pour les navires israéliens. Conséquence, l'armée israélienne va briser le blocus. Il va briser le blocus et il va occuper le Sinaï. Autrement dit, il occupe le canal de Suez avec les Français et les Anglais.
Mais ce que les élèves doivent retenir, c'est l'année 1956. C'est une année extrêmement importante dans les relations Est-Ouest. Parce que quand on parle des relations Est-Ouest, 1956, c'est la naissance de la coexistence pacifique. Autrement dit, une période de paix, d'accalmie entre les Soviétiques et les Américains. Lorsque maintenant Israël a occupé le canal, il y avait l'enjeu de la coexistence pacifique. Il a occupé le canal alors que les deux superpuissances étaient en paix. Donc, elles étaient contre l'occupation du canal de Suez. Donc, ils vont faire la médiation. Ils vont demander aux armées occupantes de quitter le canal, mais les armées israéliennes et autres vont quitter le canal à condition que le départ des armées va permettre la mise en place des casques bleus de l'ONU. Donc la seule condition, c'est que les casques bleus vont venir remplacer les armes israéliennes, françaises et anglaises. Maintenant, ce qui sera accepté. Donc, Israël va quitter le canal et on aura la mise en place des casques bleus des Nations Unies. Et on va voir que Gamal Abdel Nasser, vu que Israël a quitté le canal, il va crier victoire sur le plan diplomatique. Mais réellement parlant, il n'y avait pas de guerre. Hein. C'était une crise au niveau du canal. Maintenant, du coup, on va voir que les Palestiniens aussi vont en profiter pour s'organiser davantage. Ils vont mettre en place une organisation qu'on appelle OLMP. L'Organisation pour la libération de la Palestine sera créée en 1964 par des exilés palestiniens à Kuwait City. Ils ont créé cette organisation qui va entamer maintenant la lutte pour la défense et l'instauration de la Palestine, des Palestiniens au niveau de la Palestine. Maintenant, une petite digression par rapport à l'actualité. Il faut savoir que jusqu'à présent, les Palestiniens n'ont pas de territoire. Ils n'ont pas de territoire. Ils ont tout eu. Ils ont un gouvernement, un drapeau. Mais ce qui reste, c'est de trouver un territoire pour avoir un État palestinien. Donc c'est ce qui sera maintenant à l'origine des négociations, le processus de paix pour pouvoir trouver un État palestinien qui existe à l'égard de l'État israélien. Voilà, donc je crois que le temps est épuisé, donc je vais remettre le micro à M. Seydi. Merci beaucoup. Voilà, vous avez bien géré le temps. Nous allons continuer. Les guerres, il y a la deuxième partie, donc les deux dernières guerres. Il y a la guerre des 6 jours de 1967 et la guerre de Kippour de 1973. Ces guerres vont être présentées par M. Ndiaye du lycée Dr Daouda Sow. Donc voilà, toujours maximum de concentration et nous allons terminer bientôt. Les questions vont venir. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, l'assistance. Voilà, dans la suite logique de ce que mon cher doyen a exposé tout à l'heure, le conflit israélo-palestinien est caractérisé par des affrontements entre l'armée israélienne, qu'on appelle Sahel, et les pays arabes. Et c'est très important. Il y a eu la première guerre, qui est la guerre d'indépendance, marquée par une victoire éclatante d'Israël, qui a augmenté de façon exponentielle son territoire, 78%. La deuxième guerre, celle de 1956, qui a un parfum de guerre froide, dans la mesure où, il l'a expliqué tout à l'heure, c'est une guerre doublée de guerre froide, parce qu'on est dans un contexte de coexistence pacifique. Mais ce qu'il faut noter avec la guerre de 1956, c'est que les armées israéliennes qui ont été envoyées à 15 km du canal de Suez, conformément au protocole de Sèvres, ou bien au secret de Sèvres, vont être retirées avec les pressions américaines et soviétiques, concomitamment.
Maintenant, ce conflit-là s'est terminé par l'envoi des casques bleus dans la région pour la première fois. Et les casques bleus de l'ONU naissaient même en 1956. Pour la première fois, ils ont envoyé dans un conflit. Maintenant, ces casques bleus envoyés au niveau de la frontière entre l'Égypte et Israël, dans le Sinaï, vont laisser continuer la tension qui règne, parce que les pays arabes rêvent toujours de détruire Israël. L'Égypte, la Syrie, la Jordanie, l'Irak, l'Arabie Saoudite, ainsi de suite, ont un projet, et il s'agit de mettre fin aux ambitions hégémoniques, de mettre fin à l'existence d'Israël dans la région. Alors, en 1956, Nasser n'a pas pu détruire Israël, vous voyez, conformément à sa volonté. Mais on a noté qu'il est animé toujours par ce sentiment-là. Et en 1966, dans un contexte où il y a eu un coup d'État en Syrie, un pays arabe au nord d'Israël, ce coup d'État a scellé l'apparition au pouvoir en Syrie d'un régime anti-israélien. Et ce régime-là va signer un accord de paix avec l'Égypte. Alors maintenant, les services secrets israéliens vont découvrir qu'il y a quelque chose qui se trame entre les deux pays. Et c'est dans ce même contexte-là que Nasser va tout simplement organiser le blocus au niveau du golfe de Tiran. Et cela va faire que les navires israéliens ne pourront plus avoir l'accès à la ville qui se trouve au sud d'Israël. Il s'agit de la ville d'Eilat. Maintenant, Israël va anticiper en déclenchant une guerre, et c'est la guerre de 6 jours. Je viens de vous donner les causes de la guerre de 6 jours. Cette guerre s'est déroulée les 5, 6, 7, 8 jusqu'au 10 juin 1967. Cette guerre s'est terminée par une victoire israélienne sur les armées arabes qui ont été vaincues quasiment avant même de combattre. Israël va annexer la bande de Gaza, Israël va annexer le Golan, la Cisjordanie, Jérusalem et beaucoup d'autres territoires. Maintenant, les Arabes sont humiliés. Nasser n'a pas pu réaliser son projet, c'est de détruire Israël. C'est pourquoi, dès le lendemain de la guerre de 1967, qui s'est soldée encore une fois par une victoire de l'armée israélienne avec l'appui des Occidentaux dans un contexte de guerre froide, malgré l'aide de l'Union soviétique pour les armées arabes, Nasser s'est senti humilié et ainsi il va lancer une guerre d'usure pour épuiser les forces économiques israéliennes et ainsi pour essayer d'asphyxier Israël. Donc c'est la cause pour laquelle dans les années 1900, à la fin des années 1960 et au début des années 1967, il y a une paix précaire, il y a un équilibre fragile qui règne dans la région jusqu'à la disparition de Nasser en 1970. Il sera remplacé par Anwar el-Sadat. Et lui, il est résolu à récupérer les territoires qui ont été conquis par Israël des mains de l'Égypte. Il s'agit de la bande de Gaza, mais surtout le Sinaï. C'est ainsi que la guerre du Kippour va se déclencher en octobre 1973. Cette guerre est appelée par les Arabes la guerre du Ramadan, ou bien la guerre d'octobre. Puisque Israël avait surpris les armées arabes et les avait vaincues en 1967, avant même qu'elles ne puissent combattre, cette fois-ci, ce sont les Arabes qui vont prendre la revanche en attaquant Israël le jour du Yom Kippour. Yom Kippour signifie la fête du pardon chez les Juifs. Alors très vite, les armées israéliennes sont désorganisées. Ne sachant pas quoi faire, Israël sera encore une fois, avec l'appui des États-Unis, principalement les Occidentaux en général, repousser les armées arabes et va lancer une offensive. Maintenant, cette offensive-là, israélienne, va faire ses émules dans la mesure où il y a eu des gains de territoire de la part de l'armée israélienne. C'est pourquoi les pays arabes, après que l'ONU ait signé l'accord au kilomètre 11 qui a permis l'arrêt momentané des combats, ce qu'on appelle un cessez-le-feu, les pays arabes vont se rendre compte qu'en fait, à chaque fois qu'on attaque Israël et à chaque fois qu'Israël est presque à genoux, elle est constamment appuyée par les Occidentaux. C'est dans ce contexte-là que les Arabes vont utiliser pour la première fois l'arme du pétrole. Et l'utilisation de l'arme du pétrole va provoquer ce qu'on appelle le premier choc pétrolier. C'est la crise économique de 1973 qui va provoquer la crise du dollar. Pour la première fois, le dollar américain n'est plus la seule monnaie convertible en or. Pour la première fois. Et cette crise économique va sonner le glas de ce qu'on appelle les 30 glorieuses. Donc cette arme-là est efficace et ainsi
ici, cela va pousser les Occidentaux à négocier. Les négociations vont tout simplement se dérouler aux États-Unis, à Camp David, et vont aboutir à un processus tout simplement d'accord. Il y a eu les accords de 1978, et ces accords de 1978 vont être suivis de l'accord de paix direct entre l'Égypte et Israël. Pour la première fois aussi, l'Égypte fume le calumet de la paix avec Israël. Maintenant, cet accord de paix qui a fait suite à la visite de Anwar el-Sadat au niveau de Jérusalem va tout simplement impacter sur le sort du dirigeant égyptien, dans la mesure où il va être accusé comme étant un traître et il va être assassiné par les extrémistes arabes en Égypte en 1981. Maintenant, cette guerre du Kippour est importante car il y a le côté de décolonisation qui apparaît, mais aussi il y a le parfum de la guerre froide qui se dégage. Donc pour comprendre véritablement la question d'Israël et de la Palestine, il faut saisir tous les éléments qui expliquent le processus de décolonisation au niveau du Proche-Orient, mais il faut y voir aussi au-delà de l'opposition entre les différents peuples et entre les différentes religions, entre les différentes civilisations, il faut y voir aussi l'opposition entre les différentes puissances qui s'opposent dans le contexte de la guerre froide. Et on est dans un contexte de la détente. Et en ce moment même, la détente était en train de s'effriter à cause de crises successives, dont la guerre du Kippour. Merci beaucoup. Je vais passer la parole rapidement aux autres. Merci beaucoup. Des applaudissements encore pour M. Ndiaye. Et nous allons terminer en beauté. C'est déjà beau, c'est déjà très clair, très limpide. Les premiers collègues ont vraiment assuré. Et nous allons terminer cette histoire, puisque nous avons parlé de guerre depuis le début. Tellement de guerre, tellement de guerre. Et quand il y a des guerres, qu'est-ce qui suit? Ce sont des négociations. Il faut maintenant négocier. Il faut essayer de trouver le moyen le plus sûr pour aboutir à une paix. Y aura-t-il une paix? Y a-t-il une paix? Comment cela va se passer? Et nous allons avoir les réponses avec nos deux collègues du lycée ex-CM1. Nous avons Madame Ndiaye. Nous allons commencer donc par la grande dame, Madame Ndiaye. Et nous allons terminer par les obstacles. Donc je parle de tout ce qui se passe dans cette paix-là. Il va y avoir des obstacles et ces obstacles-là seront présentés par M. Ndaw. Donc nous allons terminer, Madame Ndiaye et M. Ndaw. Vous avez chacun 10 minutes. On commence par Madame Ndiaye. Bonsoir chers collègues, chers élèves, chers assistants. Merci pour l'occasion qui m'est offerte de m'exprimer sur cette actualité brûlante qui est aujourd'hui la question sur le Proche-Orient. Bon, comme il vient de le dire, donc sans plus tarder, je vais essayer tout simplement d'exposer cette dernière partie qui porte sur les négociations. Bon, comme l'ont déjà fait mes prédécesseurs, les tensions judéo-arabes maintenant étaient arrivées à un niveau tel que maintenant les deux parties, je veux dire les parties en cause, sont maintenant conscientes qu'il y a une impossibilité de trouver une solution par la voie des armes. Donc si les armes ne marchent pas, autrement dit, si ça ne passe pas par la violence, l'heure est venue maintenant de passer par la voie pacifique. C'est ce qu'on appelle les négociations israélo-arabes. Et s'agissant des négociations, donc nous allons faire donc encore faire de l'histoire. On revient largement sur les événements et sur les dates. Et là également, donc, je vais passer en revue chacune de ces solutions, chacune de ces négociations qui ont été entamées par les deux parties. Donc peut-être au courant des échanges, on va essayer de détailler sur chacun de ces accords. Déjà donc pour l'historique des négociations, on va retenir la date de 1988, parce qu'à partir de 1988, il y a l'OLP, l'Organisation pour la libération de la Palestine, créée par Yasser Arafat en 1964, et que dans le cadre de cette organisation, en 88 toujours,
Yasser Arafat est maintenant d'accord sur la résolution 181. Et pour rappel, cette résolution portait sur le plan de partage de l'ONU et dans lequel partage Israël maintenant a un État sur le territoire de la Palestine. Donc pour bien démarrer ces négociations, Yasser Arafat est d'abord d'accord sur le principe qu'Israël est un État dans le territoire palestinien. Mais lorsqu'on parle véritablement de négociations, ça date surtout en 1993 dans le cadre des accords d'Oslo, également appelés les accords de Washington. Ces accords se sont faits sous la supervision du président américain de l'époque, qu'on appelle Bill Clinton, et que ces accords, confirmés en 1995, mettaient en évidence surtout, mettaient en prise Yitzhak Rabin, le premier ministre israélien d'alors, et également l'organisation de l'OLP représentée par Yasser Arafat. C'est ce qu'on appelle la fameuse poignée de main historique entre Yitzhak Rabin et Yasser Arafat. Donc là, je reviens toujours sur les dates, ce sont les accords d'Oslo, signés, donc qui démarrent en 1993, mais confirmés surtout en 1995. Et que ces accords portaient surtout sur la résolution 242. Donc nous ne sommes plus dans la résolution 181, maintenant on parle de la résolution 242, et que dans ces accords, il était question surtout pour Israël de restituer les territoires. Voilà. Et que ces accords, cette restitution plutôt, va continuer jusqu'en 1998. Mais malheureusement, Israël ne va pas toujours respecter ces accords parce que la restitution va arriver seulement à 2%. Et si l'on connaît l'histoire de ces territoires, depuis 1947, on avait parlé de 55%. Déjà dans la guerre de 48, Israël a pris 70%. Donc au lieu de procéder à une restitution de tous ces territoires occupés, Israël décide seulement de se limiter à 2%. C'est pourquoi de 1998 jusqu'à 2000, le processus de paix va connaître une surplace, c'est-à-dire la situation ne va pas évoluer. Mais devant les attaques répétitives, marquées par les attentats, marquées par les kamikazes, marquées également par les sabotages au niveau des avions, la communauté internationale va relancer le processus. Cette fois-ci, nous sommes en 2000 surtout. Et qu'à partir de 2000, on va confier le dossier au quartier. Quand je dis le quartier, je veux dire les éléments qui vont surtout représenter la communauté internationale, à savoir les États-Unis, la Russie, donc l'ancien URSS, l'ONU, et enfin, donc toujours ces puissances moyennes qui seront représentées dans le quartier. Et que la quartier va proposer ce qu'on appelle une feuille de route. Et dans laquelle feuille de route, il est surtout question d'obliger Israël à restituer les territoires. Mais malheureusement, ça coïncide avec l'arrivée d'Ariel Sharon, ancienne ministre de la Défense, maintenant devenu premier ministre britannique. Et pour qui connaît Ariel Sharon, c'est bien qu'il est tout à fait contre la création d'un État palestinien. Donc il va tout simplement déchirer, entre guillemets, cette feuille de route qui a été proposée par le quartier. Donc pour dire tout simplement que les négociations sont toujours en cours, mais sur le fond, ça n'évolue nullement pas. Bien sûr, en 2002, donc, on a parlé donc de ces négociations qui vont connaître l'obstacle d'Ariel Sharon, mais à partir donc surtout des années suivantes, on va connaître encore d'autres, on va connaître donc un processus qui sera cette fois-ci dans le bon côté, avec la disparition de Sharon sur la place politique, la mort de Yasser Arafat en 2004 et les élections législatives avec Hamas. Donc on va connaître maintenant une nouvelle situation qui se va achever surtout avec la Palestine qui sera considérée comme un observateur à partir de 2011. Toutefois, malgré le désir de la communauté internationale, si je dis le désir de la communauté internationale, les États-Unis exclus, parce qu'on connaît depuis le début que les États-Unis sont avec Israël. Ils l'ont toujours soutenu sur le plan politique, mais
également sur le plan religieux, parce qu'il y a énormément de juifs dans les différentes présidentielles américaines. On connaît le rôle important que les juifs ont occupé dans la politique américaine. Donc pour vous dire tout simplement que la communauté internationale, dans le discours, on parle donc d'un rôle arbitre, mais l'on sait pertinemment que Israël a toujours reçu le soutien politique, mais également le soutien militaire de ces Américains. C'est pourquoi de toutes ces guerres, pratiquement, ce sont eux qui vont réussir à remporter devant les Arabes. Donc, sans plus tarder, donc, je vais simplement empiéter un peu la partie de mon collègue qui va revenir sur la question. Ces négociations vont buter sur un ensemble de questions, malgré donc le processus qui a été enclenché depuis 1988 jusqu'en 2012. On se rendra compte que ces négociations vont buter sur un certain nombre d'obstacles, et ces obstacles seront abordés par mon collègue ici présent. Sur ce, je vous remercie en attendant les questions sur cette partie. Merci. Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir, chers collègues. Bonsoir, chers élèves. Avant de démarrer, d'abord, je vais remercier UDTV qui nous a permis de nous exprimer sur cette question qui est une question très importante. Moi, je vais intervenir sur les obstacles au processus de paix, mais il sera très difficile de continuer puisque mes prédécesseurs, d'éminents collègues, ont bien traité la question. Néanmoins, je vais m'efforcer à présenter les obstacles au processus de paix. En regardant de 1948 à nos jours, nous voyons que les relations israélo-arabes sont marquées par des conflits. C'est parce qu'il y a un certain nombre d'obstacles ou des entraves qui empêchent la résolution du conflit palestinien. Et je vais vous présenter ces obstacles qui sont au nombre de 5. D'abord, il y a premièrement ce que nous appelons la question des territoires et des frontières. Un État doit avoir des territoires et des frontières, c'est la première question. La deuxième question, c'est la question des colonies. À chaque guerre, les Juifs vont augmenter leur territoire en occupant des terres arabes. Ça, c'est la deuxième partie. La troisième partie, c'est la question des réfugiés palestiniens. Les Palestiniens qui n'ont pas de terre vont se réfugier dans les pays voisins. Ensuite, nous avons le statut de Jérusalem. Et Jérusalem, c'est une ville qui est très importante. Donc, je vais détailler ces 4 points. Le premier point, c'est la question des territoires et des frontières. Pour avoir un État en géographie, on a besoin de 3 éléments. Lesquels? Il vous faut d'abord une population, il faut ensuite un territoire et des institutions. Mais malheureusement, dans cette partie, les Arabes n'ont pas de terre. Ils ont perdu l'essentiel de leur terre. C'est pourquoi aujourd'hui l'OLP, qui signifie l'Organisation pour la libération de la Palestine, réclame ces terres en s'appuyant sur les résolutions que l'ONU avait votées. D'abord, l'ONU avait voté une résolution qu'on appelle la résolution 242. Et la résolution 242 demandait aux Juifs de céder les territoires qu'ils ont occupés durant les différentes guerres. Comme l'ont rappelé mes collègues, à la guerre de 1948, les Israéliens avaient occupé des territoires. La guerre de 1967, ils ont encore pris d'autres territoires. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'État arabe ou bien les Palestiniens, ils n'ont pas de terre. Et puisqu'ils n'ont pas de terre, ils ne peuvent pas avoir un État. C'est pourquoi, aujourd'hui, on ne parle pas d'un État palestinien. Récemment, il y a de ça 2 jours, mes anciens élèves qui sont devenus étudiants, ils sont des étudiants en droit, lorsqu'on parle de la question palestinienne, on les a dit juridiquement, la Palestine n'est pas un État. Et lorsqu'ils sont sortis du cours, ils m'ont appelé. Je les ai dit que c'est vrai, la Palestine a un territoire, a des institutions, un gouvernement. La Palestine a une population, mais son principal problème, c'est le problème des terres. Et tant que le problème des terres n'est pas résolu, il n'y aura pas d'État palestinien. Et ça, c'est la grande question. Si les Arabes n'ont pas de terre, ils ne pourront pas avoir un État. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est la question des colonies juives. Maintenant, qu'est-ce que signifie colonie? Les colonies sont des territoires qui appartenaient aux Arabes, qui ont été occupés par des Juifs.
À chaque fois, quand il y a une guerre, les Juifs vont augmenter leur territoire et ils vont occuper les territoires arabes. Ce qui fait que le territoire palestinien, qui était prévu avec la résolution 181 sur 34% des terres, aujourd'hui, presque, il n'y a pas de terre palestinienne parce que c'est un territoire qui est discontinu. Les Juifs ont installé des colonies. Et cette fois aussi, les Arabes vont s'appuyer sur la résolution de l'ONU. Ils vont demander aux Juifs de quitter leurs terres. Cette résolution, c'est la résolution 465 qui a été votée par l'ONU en 1980. Et cette résolution demande aux Juifs de démanteler les colonies. Mais jusqu'à présent, les Juifs ont refusé de démanteler ces colonies. Donc, le territoire arabe est un territoire qui est discontinu. Et ce qui va engendrer l'autre question. Quelle autre question qui va suivre? C'est ce que nous appelons la question des réfugiés palestiniens. Les Palestiniens qui n'ont plus de terre, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils sont obligés de se réfugier dans les pays voisins. Et aujourd'hui, on va compter plus de 3 700 000 Palestiniens qui sont dans les pays voisins, en Égypte, en Syrie, au Liban. Et dans ces pays, ils sont considérés comme des réfugiés, puisque leur territoire est occupé. Ils réclament aussi le retour. Ils vont dire que nous devons retourner à la terre palestinienne en s'appuyant cette fois aussi sur la résolution de l'ONU. C'est quelle résolution? C'est la résolution 194 qui demande aux Palestiniens de retourner à leur terre. Mais eux, leur terre est occupée par les Juifs. Donc ils n'ont pas de place en Palestine. C'est pourquoi ils vont être dans les pays voisins. Et enfin, la question la plus importante, c'est le statut de Jérusalem. Jérusalem, c'est une ville qui est très importante, à la fois pour les religions rébellières, que ce soit l'islam, le judaïsme et le christianisme. Pourquoi elle est importante cette ville? C'est parce que ces religions disposent chacune de lieux saints dans cette ville, lesquels on va trouver dans cette ville, comme l'ont rappelé certains collègues, la mosquée d'Al-Aqsa. Et c'est la mosquée, l'une des mosquées les plus importantes pour les musulmans. C'est la 3e mosquée la plus grande de la communauté musulmane. Ensuite, les chrétiens vont avoir là-bas des temples. Les juifs aussi ont là-bas ce que nous appelons les murs de lamentation. Et ce qui fait que cette ville-là est une ville qui est très convoitée. Lorsqu'on partageait la Palestine en 1948, la Palestine était, Jérusalem était considérée comme une ville neutre qui est confiée à l'ONU. Mais aujourd'hui, cette ville est occupée par les Juifs. Et les Juifs pensent que Jérusalem devra être leur capitale. Et que les Arabes vont réclamer leurs droits dans cette ville. C'est pourquoi récemment, au mois de mai, il y a des événements qui sont produits, c'est essentiellement pour le contrôle de la mosquée d'Al-Aqsa. Et la mosquée d'Al-Aqsa, c'est une mosquée qui est très importante. Les Juifs veulent détruire cette mosquée d'Al-Aqsa parce qu'ils considèrent que la mosquée d'Al-Aqsa est érigée sur les temples de Salomon. Et ils veulent reconstruire ce temple. Maintenant, s'ils reconstruisent ce temple, ils vont détruire cette mosquée. C'est pourquoi là, cette mosquée-là est très, très importante. Et les Juifs sont appuyés par les Américains. Le président américain, l'ex-président américain, Donald Trump, il avait fait de Jérusalem la capitale de l'État hébreu. Il l'avait fait en 2018. Et quand il considère Jérusalem comme la capitale de l'État hébreu, cela veut dire que les Arabes n'ont pas droit. D'accord. Les Arabes devront quitter cette ville. C'est pourquoi la ville de Jérusalem est très convoitée. Donc en résumé, nous avons 4 obstacles, lesquels, d'abord, il y a un premier problème à résoudre. Il faut résoudre la question des territoires et des frontières, pour permettre aux deux États d'avoir des territoires et des frontières bien reconnus par la communauté internationale. Deuxièmement, il faut régler le problème des réfugiés palestiniens. Puisque les Palestiniens ne sont plus en Palestine, ils sont ailleurs. On doit leur permettre de retourner pour avoir des terres. Troisièmement, on doit régler la question de Jérusalem. Jérusalem qui est considérée comme une ville importante, on doit régler son statut pour le partager entre les Arabes et les Juifs. Si uniquement les Juifs occupent cette ville, cela va créer des frustrations. Et enfin, il y a la question des réfugiés palestiniens. Les Palestiniens qui sont ailleurs, on devra leur permettre de retourner dans leur territoire. Comme je l'ai dit au début, pour avoir un État, on doit avoir 3 éléments: une population, un territoire et des institutions. Alors que l'État palestinien, son problème c'est qu'il n'a pas de terre. Donc en résumé, voici les 4 obstacles qu'il faut retenir. Les territoires et les frontières, la question des colonies, la question des réfugiés palestiniens et enfin le statut de Jérusalem. Puisqu'on n'a pas assez de temps, maintenant je vais donner la parole aux autres là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.
pour avoir un État, il faut un territoire, il faut une population et il faut des institutions. Voilà ce que j'ai retenu de vos dernières paroles. Et pour le moment, si j'ai bien compris aussi, la Palestine n'a pas encore réuni tous ces éléments-là pour être considérée comme un État. Donc souhaitons pour que la Palestine puisse un jour avoir ces institutions-là pour être considérée comme un État et que la guerre finisse entre Palestine et Israël. Je vais passer la parole à M. John qui va faire maintenant un résumé de tout ce qui a été dit. Et maintenant, je vous demande de préparer vos questions. Maintenant, on est dans la dernière phase. Préparez vos questions, je vais passer et je vais vous donner une liste. Vous allez inscrire vos noms. Et encore, pour préciser une chose, s'il vous plaît, suivez-moi s'il vous plaît. Si vous posez les questions, écoutez bien celui qui pose une question et faites tout pour ne pas reposer cette même question. Donc il faudra bien écouter les questions pour qu'il n'y ait pas de répétition. Voilà, donc préparez bien vos questions. Je vais passer la parole à M. John et il va faire un dernier résumé de ce que ses éminents collègues nous ont présenté. Merci beaucoup. M. John. Alors, merci beaucoup, M. Seydi. Alors, faire un résumé de tout ce qui a été dit me paraît quand même un peu difficile. Mais on va seulement retenir les points essentiels, c'est-à-dire les points que vous devez retenir, vous, à votre niveau. Alors, donc, 1917, c'était la déclaration Balfour. Balfour qui, à travers cette déclaration, donnait un droit aux Juifs d'avoir un foyer national en Palestine. C'est-à-dire, après les multiples tentatives que les Juifs ont essayé pour s'établir en Palestine, alors là, l'Angleterre leur offre ce qu'on appelle une occasion en or de s'établir sur ces terres-là. Et c'est la déclaration Balfour de 1917. Et après cette déclaration Balfour, donc de la fin de la Première Guerre mondiale à la Seconde Guerre mondiale, les Juifs vont partir en petits groupes en Israël, et en Palestine du moins. Ensuite, après la Seconde Guerre mondiale, ils vont arriver en masse. Ils arrivent en masse à partir de 1946-47. Et cette arrivée en masse va provoquer des problèmes entre les communautés arabes et les communautés juives. Et ce qui a fait que l'Angleterre, débordée par le problème, décide de transmettre le dossier palestinien à l'ONU. Et ceci s'est passé le 29 novembre 1947. Et c'est l'ONU qui devait statuer, c'est-à-dire c'est l'ONU qui devait régler le problème. En faisant quoi? En votant une résolution qu'on appelle la résolution 181. Et cette résolution-là devait partager la terre arabe en deux parties. Une partie juive et une partie arabe. Une partie juive qui a été d'ailleurs déclarée par David Ben Gourion à travers le télégramme de Moshe Chertop et qui reconnaît officiellement le 14 mai donc à minuit, parce que la résolution 181 prévoit également l'évacuation des territoires par l'Angleterre le 14 mai à minuit, donc on serait le 15 mai. Aussitôt après la déclaration d'indépendance, 5 armées arabes, comme Mouchaba l'a souligné, 5 armées arabes ont attaqué Israël. Et cette attaque, cette première guerre d'indépendance s'est soldée par la défaite des armées arabes, ce qui a été une grosse humiliation. 5 armées arabes battues par un nouvel État qui vient d'être créé, ça devient une humiliation pour les Arabes. Ensuite, on va en 1956 avec la fameuse affaire de la crise du canal de Suez. Et les chers collègues l'ont si bien traité. Cette affaire revêt ce qu'on appelle des relents de guerre froide. On est en 1956, c'est la coexistence pacifique prônée par Khrouchtchev. Et les armées arabes ensuite, dans cette crise, se sont retrouvées avec une autre humiliation. Mais malgré tout, Nasser sort de ce conflit-là comme étant un héros. Le héros du monde arabe. Tout ce qui s'est passé, donc, ça fait de Nasser un héros du monde arabe. Et c'est sur Nasser que les Arabes comptent pour justement relever le défi du monde arabe. Donc on est en 56. On retrouve le conflit, donc la crise en 67, donc la crise, la guerre des 6 jours, déclenchée par une observation syrienne, parce que c'est la Syrie qui avait accusé Israël d'avoir pompé les jours du Jourdain, et c'est là que naît la crise. Ensuite, cette crise-là se solde ensuite par 5 jours de guerre, qui se solde par encore une autre humiliation arabe. Donc 48 défaites, 56 défaites, 67 encore une autre défaite. Surpris donc en 67, les Arabes vont attendre
attendent une autre occasion. C'est quoi? C'est la fête du pardon, le Yom Kippour. Une fête du pardon durant laquelle les Juifs déposent leurs péchés sur un bouc, ensuite chassent le bouc dans le désert pour dire que les péchés commis durant toute l'année sont effacés à travers ce bouc-là. Donc 73, c'est quoi? C'est une crise, c'est une guerre. Mais il faut comprendre cette guerre-là sur 2 points. C'est un conflit sur le front, c'est un conflit militaire. Ensuite, une guerre du pétrole. C'est un conflit économique marqué par l'utilisation de l'arme du pétrole, parce que les Arabes sont fatigués d'avoir tout le temps subi des humiliations et d'avoir tout le temps vu la main des Occidentaux derrière ces humiliations-là. Alors les Arabes utilisent l'arme du pétrole. Donc les pays membres de l'OPEP, les pays arabes membres de l'OPEP, utilisent le pétrole comme arme de guerre. Et M. Ndiaye l'a si bien traité. Avec cette guerre-là économique, le dollar a perdu sa valeur. Avec cette guerre économique, le pétrole était devenu quasiment rare dans les pays occidentaux. Donc on est en 73. 73, donc c'est la crise, c'est le premier choc pétrolier. On retrouve maintenant les autres tensions sur le terrain. Et ces tensions-là, on les retrouve justement avec l'avènement de Menem Begim, l'opération paix en Galilée de Menem Begim, aussi également le massacre de Sabra et Shatila, les Palestiniens qui sont refusés en Jordanie, chassés en Jordanie après la mort de Nasser, ils partent au Liban, et c'est à partir du Liban qu'ils sont pourchassés par Israël, par Saal, et c'est là qu'ils ont été massacrés à Sabra et à Shatila, et c'était Ariel Sharon qui était le général qui a mené cette opération-là. Donc en gros, ça peut tirer en longueur, mais ce que l'on peut retenir, et ce que vous devez retenir, vous, élèves, ce sont les événements les plus importants. C'est 1917, déclaration Balfour. Ensuite, 1947, la fameuse résolution 181 qui partage la terre palestinienne en 2 parties. Un État juif qui devait être créé avec Jérusalem-Ouest, sa capitale. Et d'ailleurs, ceci explique que ce qu'a fait Trump en transférant la capitale de Tel Aviv à Jérusalem, Trump s'appuie justement sur ça. Parce que ce qui n'a pas été très souvent souligné, c'est que cette même résolution 181 prévoyait que Jérusalem-Ouest devait être la capitale juive et que Jérusalem-Est devait être la capitale arabe. Et dans tout ça, M. Ndaw l'a rappelé, le statut de Jérusalem. Jérusalem est une ville importante. En quoi faisant? C'est une ville que se partagent 3 religions, les 3 religions monothéistes. Les musulmans ont la mosquée d'Al-Aqsa, la grande mosquée d'Al-Aqsa. J'avais tout à l'heure dit que cette mosquée avait été érigée en 693 par les Arabes. Et c'est le premier grand bâtiment érigé par les musulmans sur terre. Et c'est à partir de cette mosquée-là que le prophète, parce qu'avant que le prophète prie vers la Mecque, le prophète priait vers Jérusalem. Le prophète priait vers Jérusalem et au cours d'une prière, Dieu lui donne l'ordre de se tourner vers la Mecque. Et cette mosquée-là qu'on appelle la mosquée d'Al-Aqsa revêt une importance capitale parce que des prophètes ont séjourné à cet emplacement-là. Jérusalem, c'est aussi le mur de lamentation, le mur sur lequel les Juifs viennent se lamenter, donc pour demander pardon à Dieu. C'est également au niveau de Jérusalem qu'on retrouve la nativité. Donc c'est une ville que ça partage 3 religions, donc une ville qu'on ne devait pas donner à une seule communauté. Donc on devait se partager Jérusalem. Mais malheureusement, Jérusalem, après la guerre de 67, Jérusalem-Est, le Sinaï qui était occupé, qui était donc envahi par Israël, le Palaton du Golan, la Galilée, plus également le Sinaï égyptien, tout a été pris par Israël. Et aujourd'hui encore, Jérusalem reste entre les mains d'Israël. Donc ça veut donc dire que pour régler le problème israélien, il faudra régler le problème de Jérusalem. Il faudra régler le problème de Jérusalem. Il faudra aussi repartir aux frontières de 67. Parce que c'est la guerre de 67 qui a bouleversé tout sur le terrain. C'est vrai qu'on avait des problèmes avec les différentes guerres, il y avait des problèmes, mais c'est la guerre de 67 qui est ici le tournant capital par rapport à cette histoire-là. Parce que c'est 67 qui a fait qu'Israël a envahi la partie jordanienne. Parce que la Jordanie avait occupé Jérusalem-Est et Israël prend Jérusalem-Est des mains des Jordaniens. Israël prend toute la ville de Jérusalem et ce que Trump avait fait en 2018, transférer la capitale de Tel Aviv à Jérusalem, il vient lui repartir ce qu'on appelle au point zéro. Parce que beaucoup d'efforts avaient été faits. Mais Trump vient repartir au point zéro
en se rangeant totalement du côté des Israéliens. Et d'aucuns se disent que même Israël c'est les États-Unis. Pourquoi Israël a toute cette force-là? C'est parce qu'Israël a une main visible. Ce n'est pas une main invisible. Les Américains ont de tout le temps appuyé Israël. Durant toutes ces crises-là, les Juifs ont été appuyés par les Occidentaux, mais particulièrement par les Américains. Et des gens disent que le 51e État américain, c'est l'État juif. Pour vous dire que Israël, c'est la fille des Américains. Donc tout ce qui a été fait ici, tout ce qui a été dit par les éminents professeurs renvoie à une chose, c'est un problème compliqué qu'il faudra maintenant régler avec l'appui de tout le monde. Les Arabes doivent s'y mettre, Israël doit faire des efforts, les Palestiniens doivent s'entendre, parce qu'on ne peut pas s'appeler la Palestine et être divisé, parce que la Palestine c'est deux territoires, d'ailleurs on appelle autorité. C'est la bande de Gaza et la Cisjordanie. Donc les Palestiniens eux-mêmes ne sont pas unis. On a d'un côté Hamas et le djihad islamique, on a de l'autre côté le Fatah de Mahmoud Abbas qui a été donc le successeur de Yasser Arafat. Donc il faudrait que les Palestiniens eux-mêmes puissent s'unir et s'entendre sur quoi? Sur la cause palestinienne. C'est une seule cause, c'est la cause des musulmans, mais c'est également une cause humaniste. Ce n'est pas seulement une cause musulmane, ce n'est pas seulement une cause arabe, c'est une cause humaniste. On ne peut pas continuer ad vitam aeternam à observer des innocents être massacrés, être tués et personne ne réagit. Il faudrait que le monde arabe puisse s'unir autour de ce problème-là. Il faut également que les Occidentaux puissent faire des efforts. L'Union européenne doit faire des efforts, les Américains doivent faire des efforts pour que ce problème-là soit solutionné. On ne peut pas tout le temps retourner au point zéro. On ne peut pas tout le temps retourner encore au point de départ, à la case départ. Il faudrait que ceci cesse, il faudrait que ce problème-là soit solutionné. Encore faisant, il faudrait que tout le monde s'y mette. Il faut que la partie occidentale, les Arabes, les Juifs, que tout le monde fasse des efforts en vue de solutionner ce problème-là. Et c'est sur ces mots-là que je ferme le débat, espérant que les questions que vous allez poser vont davantage approfondir votre connaissance sur ce problème-là. Parce que c'est vaste. Il faudrait comprendre du moins des éléments et à partir de ces éléments-là, aller faire des recherches, essayer de comprendre le problème. Parce que c'est très profond, c'est très sérieux et c'est un problème très délicat. Voilà. Donc je vous remercie. Voilà, merci. Encore une fois, ngeen patienter. D'ici à quelques minutes, donc, puisque l'exposition qui est très bien faite, presque diana. Encore une fois, ngeen patienter. C'est vrai, il fait nuit pour certains qui doivent rentrer dans certaines périphéries, un peu donc lointaines de la ville. Mais les questions seront ramassées tout à l'heure pour M. Seydi. Et Inch'Allah, elles seront donc répondues par vos éminents professeurs. Voilà, donc M. Seydi, il est revenu avec les questions. Merci beaucoup pour la patience. Merci beaucoup pour la patience. Voilà, nous allons après, nous avons pris ici une liste et nous allons essayer d'organiser ça. Nous vous appellerons un par un et vous allez venir ici poser vos questions. Mais avant cela, nous avons ici des invités aussi de marque qui nous ont trouvés en cours de route. Et une de ces invités, c'est une professeure encore de renommée au lycée Dr Daouda Sow, la célèbre Madame Diouf. Applaudissements pour Madame Diouf. Les élèves, voilà, voudraient que vous vous leviez pour qu'ils vous voient bien. Madame Diouf. Merci beaucoup, Madame Diouf. Et nous avons aussi reçu tout à l'heure la visite de notre cher papa. Donc tout à l'heure, M. Ba l'a présenté. Suñu papa la ñun ñep. M. Thiam. Aujourd'hui, si ces techniciens-là, ils font bien leur travail, c'est parce qu'il y a un grand homme derrière eux. Et ce grand homme-là, c'est M. Thiam. Applaudissements pour suñu papa ji. Yalla na Yalla guddal sa fan. May la wérgu yaram. Bay la fi ba ci kanama kanam. Nga ñuy gungé ñun ñep nak. Ñun ñep nga ñuy gungé. Jërëjëf. Yalla na Yalla nangu ñaani. Légui nak ñu jox cadeau gi suñu jëwriñ sëñ Mouhamadan da ci sandi quelques cadeaux rek. Quelques cadeaux. Ndax affaire bi comme ni ngeen ko déggé sank
diine mi ngi ci diine yëpp a ngi ci. On a parlé tout à l'heure de l'islam, on a parlé du christianisme, on a parlé du judaïsme. Alors, c'est très normal qu'on ait ici un invité qui lui aussi, il s'y connaît très bien et il va y ajouter quelques mots. Donc, dina waxtaan ak ñun kon xamna ci kàllaamay Kocc xamna mom lay gëna mëna leeral ay kàddoom kon ñu déglu ko tuuti rek mu xaw a tënk. waaw jàngalekat bu mag la nag tamit jàngalekat bu mag la ci dëkk bi xam ngeen ko bu baax waaw sëñ Mouhamadane loolu yëpp di nga ko mën a préciser pour xale yi xam ko waa kay ñu jox la kàddu gi. asalaamaaleykum xam naa ñoo ngi jéggalu pour sàmmanteeg waxtu wi rek résumé tuuti. di sant ñi doon def waxtaan wi am na solo lool ngeen jéggal ñu nekk ci kàddu wolof yi ndax jàngkatab arab mooy wax ak yéen xam naa fi may njëkk a waxe mooy tomb bi am na solo soo xam ne nii tey journée tey bi jaroon nañu tëj école yépp dajale fi élèves yi defal leen fi séminaire bu am solo lool ndax point bi moo ko laaj rawatina ci période bii nga xam ne ni moom la ñu toll bu ko defee man tuuti rek laay leeral li ci bëri sax dégg naa ko ci mbokk yi bi ñuy wax ci làkku français wi bu ko defee ñu xam ne Palestine lu tollooku 20 siècles yaakaar naa ne su ma ko wàññee day toog ñaari junniy at ñaari civilisation rek la am civilisation bu njëkk bi moom la ñuy wax kanaaniya am na sax ku ko tudd ne kanaan buñ ko waxee mooy yónnent yooyu ñu tuddee beneen bi mooy arabiya nag buñ ko tuddee mooy l'islam foofu nag buñ ko xoolee comme niñ ko waxee barab bi tamit mooy Palestine moom la ñuy tuddee berceau des prophètes muy mahdul anbiya lan moo ko waral lu bari ci ay yónnent dan fa juddoo léegi nag lii ñu tudd muy banu Israël mooy les enfants d'Israël nga xam ne nii ñoom ñoo ëpp liñ ci am ci ay yónnent bi ci mujjee ñëw moom la ñuy wax Isa barab boobu moom moo fa mujjee juddu nga xam ne moom la ñuy wax Jésus bu ñu ñëwee nag ci côté bi nga xam ne nii Isa sax dafa juddoo ba pare yaroo fa xam ngeen ne Maryam moom mooy waajuram li ci topp loolu jëruñu fi dugg ndax doy na sëkk am na yónnent bu ñuy wax Suleymaan su ma juumul moom la ñuy wax Jules Salomon nga baal ma nga xam ne moom la yàlla tàggatoon géej gi ak jinne yeeg yooyu am na ku ñuy wax Zakariya Yahya ñoom ñëpp jaar nañ fa looloo waral nga xam ne juif yi doole ji nga xam ne ni moom la ñu am fa léegi nag bu dee ci côté l'islam bi dafa am yu bëri ci am mooy jullit yi bi ñu xoolee maanaam fi nga xam ne nii moom mooy nu mu tuddati baytul maqdis nga xam ne moom la ñuy tudde masjidul aqsa nga xam ne nii moom la ñuy wax Jérusalem depuis li ñu nekk màkk lépp 13 ans yoo xam ne nii bu ñuy julli fa la ñuy jublu kon moom la ñuy tuddee penk bu njëkk ci jullit yi après bi ñu gàddaayee jóge Makka dem Madina def fa 17 mois ci la yàlla doog a jox yónnent bi ndigal ne ko léegi booy julli na nga jublu ci Kaaba gi kon ngay gis na point bu am solo la moo tax foofu boo xoolee bu dee ci lislaam ñetti jumaa yi ñoo gën a barkeel mooy masjidul aqsa moom la ñu tuddee Jérusalem beneen bi moom la ñu tuddee masjidul haram moo nekk Makka beneen bi moom la ñu tuddee masjidul nabi moo nekk madinatul munawwar moo tax boo fa jullee sax tuyaaba ya nga cay am par rapport ak ci yeneen jumaa yi doo ko ci am deuxième bi tamit mooy lu ñu tuddee al isra wal mi'raj yonent bi fa la yéege subhaanallazi asra bi abdihi laylan min al masjidil haram ila al masjidil aqsa beneen bi mooy bu dee meññeen wa fa ne alxuraan tudd na ci lu bëri wa tiini wa zaytuuni bu boobaa mooy firwi bi nga xam ne ni moo nekkoon biir Jérusalem moom la wa tuuri siniin moom la ñuy wax mooy tuuru Sinaay nga xam ne mooy place bi nga xam ne nii yónnent yàlla Muusa alayhi salaam fa la doon waxee ak boromam subhaanahu wa taala fi may jeexale boo xoolee boo ñëwee ci Ibrahim parce que Ibrahim dafaa nekkoon am ñaari soxna Hajara ak Saarata kii jur Ismaïl kii jur Ishaqa maa ngi dégg sañ jaxate di ko résumé Ishaqa dafa am ay doom bi mu am dafa am Ibrahim Ishaqa Yanquba
après Yankuba Yuusuf mooy Yuzarzif nga xam ne ni am na ñu koy làkk noonu ci wàllu perse Yuusuf boobu nag boo xoolee Égypte looloo tax ñoom ñu am ci cër bu rëy fi nga xam ne nii mooy Palestine fi may résumé bu ñëwee tamit mooy boo xoolee arab yi nag yonent bi mu fa amee loolu après bi fa yonent bi jaaree gàddaay nag arab yi après yonent bi après Aboubacar mais Omar moom moo ñëw moo ko ubbi bi mu ko ubbee ne fa nga xam ne gis ngeen arab mujj gi nin ñàkkee doole mooy l'islam bi looloo waral nag tey coow lu rëy am fa muy ñuy ñaan rek yàlla na suñu borom subhanahu wa taala def fa tawféex def fa jàmm kon xam naa loolu rek la ñu amoon ci lu gën a gàtt pour ñu résumer ko mais nañu xam ne barab bu barkeel la barab bu bëri yiw la li may dénk élèves yi tamit mooy bu leen jàng ngir def terminal am ci benn moyenne déedéet place bi ëpp na loolu Palestine ëpp na loolu tey ñii dañoo def exposé bu am solo résumé su ngeen paree ngeen dem def ay recherche yu am solo ubbeeku ci parce que tey képp kuy nit parce que tey bu ñu xoolee tey réew mi boo ci génnee juif génn ci chrétien génn ci l'islam yaakaar naa ne liy des ci àdduna bi du am na yeneen xeet mais yooyu sax dañuy am ak relation yi kon na leen ñor ngeen def ci ay recherche xam ko mu bañ a yam rek ne lii dama koy jàng ngir am ci ay point wala jàll ci sama terminal ngeen baal ñu àq wasalaamaaleykum wa rahmatullah